La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. Ce principe que dans les couples d'expats, c'est toujours la femme qui suit son mari et que toi, tu en as été d'une certaine manière victime puisque ça ralentit ta carrière, tu le reconnais aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai, bien sûr. Moi, je suis vraiment dans le schéma classique de la femme qui suit. Et encore aujourd'hui, là, en partant à Londres, sauf que là, j'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir. C'est-à-dire que j'ai dit à Christophe, à mon mari, écoute, il y a deux possibilités. Soit toute la famille va à Londres, mais il faut que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Soit tu fais les allers-retours. Tu seras pas le premier. Et ça peut se faire. C'était il y a combien de temps ? Ça avant de prendre la décision de partir. Oui, mais c'était quand ? Il y a 1 an. Il y a 1 an, donc t'as eu 1 an pour te préparer. Ouais, d'accord. Ouais. Il y a 1 an. Et finalement, on a décidé de partir parce que je me suis dit qu'il y avait aussi potentiellement des opportunités professionnelles pour moi à Londres. De toute cette population d'expats, il y avait ce coaching de divorce qui n'existait pas en France. Alors j'aurais pu le faire à distance, mais voilà. Et puis parce que je voulais aussi devenir totalement bilingue en anglais. Je voulais vraiment améliorer mon anglais parce que c'est un peu un complexe chez moi. Donc ça m'apportait plein de choses. Mais dans les faits aussi, Hugo, mon fils, a 13 ans. Je trouvais que le fait que son père soit absent toute la semaine, il rentre vraiment dans une adolescence un peu dure. Je me disais, je pense qu'il a besoin de la présence de son père. Et puis ma fille voulait absolument retourner dans un système scolaire anglo-saxon, puisque c'est ce qu'elle avait vécu quand on était en Inde. Ils étaient à l'école américaine. Donc, ils poussaient quand même très fortement ma fille et mon mari pour qu'on parte. Et donc, j'ai décidé de partir. Mais il y a une condition sine qua non qui a été, on a la chance, mon mari a un studio à Paris qui était loué et dont le locataire était parti. Je lui ai dit, ne le reloue pas parce que je veux pouvoir revenir à Paris aussi souvent que nécessaire. Et puis, je veux avoir un pied-à-terre à Paris. Et donc, ça aussi, je lui ai dit, voilà, ça, c'est une condition sine qua non. Je reviens à Paris à chaque fois que nécessaire et à chaque fois qu'envie. Donc pour la première fois, tu as vraiment posé tes conditions parce que tu avais l'habitude, tu avais vécu les précédentes. Il y a eu chat échaudé. Non, mais même pendant l'Inde, hein, moi, quand je raconte ça à des amis, par exemple, pendant l'Inde, j'ai arrêté de travailler, donc j'avais plus de salaire, je ne cotisais plus non plus à la retraite, etc., etc. J'ai demandé à mon mari de me verser un salaire. Donc pendant 4 ans, mon mari, tous les mois, qui équivalait pas au salaire que j'avais bien sûr en travaillant, mais qui équivalait, bon an, mal an, au point de retraite. Si je voulais acheter des parts de retraite, qui équivalait à ça. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais capitaliser pendant cette période-là, puisque je ne cotise plus, je vais capitaliser. Et je lui ai demandé, si tu veux qu'on parte, tu me verses un salaire mensuel qui équivaut, voilà, à cette période de non-cotisation. Eh ben... Je sais, quand je raconte ça, c'est mais Tu lui as demandé un bonus aussi en fin d'année ? Non, je lui ai pas demandé la prime. Là vraiment, j'ai loupé le coche. J'ai pas demandé ni l'intéressement, ni la participation, ni la prime. Bon, écoute, je suis pas si vénale que ça finalement. Non, mais moi je trouvais ça normal. Je trouvais ça complètement normal. J'ai pas le sens du sacrifice du tout. Ça fait pas partie de moi. Donc, je trouvais... Et aujourd'hui, mon capital, il fait partie... Il y a 4 ans d'Inde qui sont venus gonfler mon capital personnel. Et tu vois, ça l'a pas choqué. Il a trouvé ça normal. Tu vois, je cotisais plus, je vais devoir travailler plus longtemps potentiellement. Donc, ça l'a pas perturbé plus que ça. C'est quelqu'un de bien, hein.
Enfin, il y a une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire, Sinon, je partais pas. On fait pot commun et tout l'argent que tu gagnes, je le dépense de toute façon comme je le souhaite. Alors non, parce qu'on fait pas pot commun. On n'a pas de compte commun. Il a son salaire, j'ai mon salaire. On a un compte commun que pour payer le crédit de l'appartement. Mais on n'a pas de compte commun. Je dépense. Alors et puis je participe proportionnellement à mon salaire par rapport au sien. Vous calculez pour les courses, pour la scolarité, non, pour les vacances. À vrai dire, c'est quand même globalement lui qui paye le plus, hein, pour être tout à fait honnête. J'espère qu'il va pas écouter ce podcast. Parce que, ou non, honnêtement, c'est lui qui perçoit le plus gros salaire et c'est lui qui contribue vraiment le plus. Mais oui, je lui versais de façon proportionnelle une partie du loyer, puisque quand on est revenu en fait d'Inde, on n'a pas pu récupérer notre appartement, donc on était en location. Eh bien, je payais au prorata de mon salaire ma part de loyer. Non, moi, non, chacun chez soi. Comment dit-on ? Et les vaches sont bien gardées. Et les vaches sont bien gardées. Non, moi, des petits relents féministes quand même. Mm-hmm. Et un compte commun pour moi, c'était, je vois pas la nécessité de cette chose-là. J'ai pas envie de rendre de compte de combien je dépense, pourquoi, pour qui. Non, ça c'est ma liberté. C'est une valeur fondamentale pour moi, la liberté. Et ça, en étant entrepreneur maintenant et en gagnant moins bien ma vie, pour le moment, enfin clairement, honnêtement, carrément moins bien pour le moment, mais je démarre. Ce qui me perturbe le plus, c'est que ça vienne questionner la notion de liberté. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit à mon mari, moi, je travaille, donc si je reste, je gagne ma vie, je peux subvenir à mes besoins seule. Donc si je reste, c'est que j'ai envie de rester. Et là, je n'aime pas l'idée que, et c'était le cas pour ma mère, si elle n'a pas divorcé, c'est parce qu'elle n'avait jamais travaillé, qu'elle était mère à foyer, et que donc elle ne pouvait pas partir en définitive. Et moi, cette valeur-là de liberté est une valeur fondamentale de choix, en fait. Je reste si je veux rester, parce que je veux rester, pas parce que je peux pas m'en sortir toute seule, parce que j'ai pas de salaire, j'ai pas de. Et là, cette petite période là où forcément je gagne moins bien ma vie, etc. Là, ça me titille un peu, ça me perturbe un peu, je dois l'avouer. Mais faut pas que ça dure trop longtemps, c'est ça. Faut pas que ça dure trop longtemps. Non, mais après j'ai un capital, encore une fois, voilà, je peux taper dedans, hein, mais faut pas que ça dure trop longtemps. Et puis il faut surtout pas qu'à un moment ils me disent, parce que là pour le moment, je dépense son pognon à lui, hein, pour être tout à fait clair. Et il faudrait pas qu'ils me disent, ah mais t'as racheté ceci ou cela. Oh, parce que là je pars en vrille. T'as racheté quoi ? Qu'est-ce que tu imagines ? Non, moi je suis une obsédée des chaussures. D'accord. Non, ou même qui fasse une quelconque allusion à ce que je peux dépenser ou ne pas dépenser, parce que là je peux vraiment prendre mouche. Ouais. C'est la valeur liberté qui est fondamentale pour moi. C'est ma valeur la plus forte chez moi.